Madame Nathalie Tisson, Ok. chef de programme à la Fondation internationale pour la science, basée en Suède. Hein, j'ai dit tout à l'heure, c'était une erreur. Elle est basée en Suède. La Fondation internationale pour la science, elle aura la chance de la présenter tout à l'heure, mais c'est une ONG internationale qui appuie les jeunes dans les pays en développement et qui est basée en Suède. Voilà. Donc, Nathalie, tu as la parole. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, j'espère que vous me voyez parce que je ne suis pas aussi moderne que les jeunes hein, avec ces outils techniques-là. Mais vous me voyez là? Oui, très bien. Oui. La présentation. On vous voit. Ok, Oui. merci. Oui. Voilà, donc, bonjour à tout le monde, comme j'avais dit, et avant que je ne commence, je voudrais remercier d'abord les organisateurs de cet événement scientifique. Ensuite, je voudrais féliciter les organisateurs et tous les comités. Attendez, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas voir entièrement ma présentation. Alors, il y a plusieurs membres de ces comités qui viennent de différentes parties de l'université d'Abomey-Calavi. Et aussi, je voudrais féliciter aussi les autorités de l'école polytechnique qui ont permis à tous ces chercheurs des régions voisines et aussi de certaines parties du monde de venir ici pour échanger des idées et partager aussi les connaissances. Et je voudrais quand même adresser particulièrement mes félicitations et remerciements à Philippe Sossu, qui est un ancien boursier de la Fondation. Donc, c'est quand même assez sympathique de voir comme ça que nos jeunes ont bien évolué. Et on apprécie beaucoup qu'il ait inclus la Fondation et que je puisse venir ici donc présenter le programme de la Fondation, bien que nous soyons très, très, très bien connus au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Togo. Mais certainement, il y a des participants qui ne connaissent pas la Fondation. Et c'est comme ça que l'occasion nous est offerte donc, pour qu'on puisse présenter l'IFS. Et puis, je peux vous dire aussi que je suis très fière parce que parmi les organisateurs, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont des anciens boursiers de l'IFS ou qui sont encore, certains peut-être, ils ont encore leur bourse en cours. Mais ils sont devenus donc des leaders dans leur domaine, et ceci en microbiologie et sûreté sanitaire des aliments pour préserver, améliorer l'état de santé humaine. Juste un petit bémol, pourquoi je ne vois que des hommes dans les comités? Hein? Ça, par contre, ça m'a frappé, hein? Parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont excellentes aussi au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez fait de ces femmes chercheurs, les hommes là? Hein? Mais la prochaine fois, quand il y aura un batch de demandes pour vous punir un peu, on ne va soutenir en priorité que les femmes. Bon, là, je plaisante un peu, mais ça m'a frappé quand même. Il y a tellement d'excellentes chercheurs aussi chez vous, féminins, je veux dire, je ne les vois pas là. Alors que moi, je devrais être fière. Maintenant, quand je vais faire un rapport sur le donateur, je vais faire vos photos, et là, je ne vois aucune tête de femme, sauf la dame qui représente la société de microbiologie. Donc là, la prochaine réunion, on me promet qu'il y aura aussi les femmes représentées, s'il vous plaît. Donc, voilà. Autrement, cela dit, c'est une très belle initiative. Vous ne vous êtes pas laissé abattre par la pandémie. Nous sommes tous là, on a un Zoom, on est en train de communiquer tous et on fait fi des liens géographiques, des éloignements géographiques. Et moi, je trouve ça formidable. Vraiment, un grand bravo à toi, Philippe, et aussi évidemment aux organisateurs. Donc, rapidement, je vais vous présenter donc l'histoire de l'IFS. Alors, l'IFS, comment ça a commencé? En fait, la première idée était à une réunion qu'on appelle la conférence de Pugwash, et c'était en Italie, c'était leur 14e conférence.
Et à cette conférence, donc, il y avait c'était en 1965, il y avait donc des chercheurs, je suis obligée de regarder là parce que je ne vois pas bien, voilà. Alors, il y avait des chercheurs indépendants et très influents qui se réunissaient à cette conférence de Pugwash. Et à cette époque, donc, ils discutent des armes atomiques. Ils discutaient de la situation de la guerre du Vietnam, surtout c'était des gens du continent américain, donc à cette époque-là, il y avait encore la guerre du Vietnam pour eux, et donc ils discutaient des conséquences, l'utilisation des armes, et de là, ils discutaient aussi de la coopération scientifique et internationale. Donc l'idée était partie de cette réunion. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à la recommandation de la conférence, ils avaient donc recommandé qu'il faut créer l'International Foundation for Science. Il faut le relier donc à la coopération internationale scientifique, l'IFS. Donc, c'est comme ça que l'idée est devenue. Et donc, alors, le début, donc c'est ce que vous voyez sur cette photo, c'est le fondateur, c'est le professeur Sven Brohult. Il était le président de l'Académie royale suédoise des sciences de l'ingénieur. Il est décédé, mais bon, donc c'est même maintenant, ça fait depuis quelques années, mais c'est lui le fondateur de la fondation. Et avec lui, donc quand il a fondé, il a aussi la contribution, comme je vous avais dit, beaucoup de chercheurs influents. Donc il y avait beaucoup de lauréats du prix Nobel qui ont soutenu cette initiative. Et il y en avait aussi d'autres, même si sans prix Nobel, c'était aussi des scientifiques prééminents, influents. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment de grand poids, de grand calibre dans la science. Et ils avaient dit, donc, pour quelle raison doit-on fonder l'IFS? Donc, c'était pour avoir un soutien international et faire de la science pour les pays en développement. Et ensuite, connaissant aussi ce qu'il faut pour pouvoir faire de la recherche, ils disent donc il faudra leur donner de meilleures conditions de travail de recherche, parce qu'en général, les jeunes, ils sont très passionnés par la recherche, mais il faut aussi leur donner les moyens. Et ce n'est pas seulement les moyens financiers, mais aussi techniques aussi. Donc tout cela, il faut leur permettre d'avoir tout ça pour qu'on sait qu'ils sont très passionnés quand ils sont très jeunes comme ça. Ils croient en eux-mêmes, ils croient en leur réussite normalement. Mais bon, si les moyens ne sont pas là, et donc c'est pour ça qu'on a créé aussi l'IFS. Et à cette époque, donc, ça a été créé en 1970, c'était aussi lutter contre la fuite de cerveau. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore ce genre de programme doctoral que vous avez maintenant dans les pays en voie de développement. En développement, je dirais plutôt qu'en voie de développement. Et donc, les gens étaient souvent formés dans les pays beaucoup plus riches. Et puis, comme je vous avais dit, ils sont bien éduqués, ils sont très intelligents, mais ils ne veulent pas travailler chez eux. Ce n'est pas forcément pour l'argent. Ce sont des chercheurs. Et donc, pour eux, ils préfèrent rester dans les pays où ils peuvent faire de la recherche. Et c'est comme ça qu'on avait la fuite des cerveaux de nos gens très intelligents, bien éduqués. Donc, pour cela, il faudra les aider pour qu'ils puissent faire leur travail sur place. Donc, c'était au départ. Bon, maintenant, le scénario a changé parce qu'on a beaucoup de programmes doctoraux maintenant là-bas dans les pays en voie de développement, ce qui est aussi très réjouissant parce que c'est quand même un indice de développement aussi chez nous. Donc, et de là, donc, comme j'avais dit, l'IFS a été fondé en 1970 en tant qu'organisme non gouvernemental. Et au départ, donc, on était soutenu par 16 académies nationales en tant que membres. Et on était aussi soutenu par des chercheurs seniors bénévoles, et ils viennent du monde entier. Donc, ce sont eux qui nous donnent des conseils. Bon, maintenant, on a plus que 16 académies nationales maintenant qui sont membres pour nous aider dans notre mission. Et donc, le focus, comme j'avais dit, donc, on a bien repéré ces gens qui sont très bien formés, qui ont les capacités. Et donc, il vaut mieux plutôt se focaliser sur cela. Et donc, notre focus, ce sont les chercheurs débutants. Et aussi, donc, comme, bon, il faut bien, on ne peut pas avoir tous les fonds, parce que si on va couvrir tous les domaines de recherche, donc on s'était dit, il vaut mieux se focaliser. Et c'est comme ça qu'on s'est focalisé sur, et on le fait toujours, sur la recherche utilisant les ressources biologiques et en eau. Donc, et comme j'ai dit encore, pour les pays en développement. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais résumer IFS en trois clics. Donc,
Alors, donc, on est en anglais, on appelle Research Council, mais je pense qu'on pourrait dire en français Office de soutien à la recherche. Et donc, on donne des allocations de recherche. Bon, il y a des gens qui disent aussi bourse de recherche, mais à vrai dire, c'est surtout de l'argent pour pouvoir mener votre recherche. C'est pour ça que moi, je préfère l'appeler allocation de recherche. Et c'est compétitif. Ça veut dire que vous faites la compétition parce qu'on n'a pas tous les fonds qu'on veut pour donner aux chercheurs. Donc, pour ceux qui m'écoutent, ceux qui ne connaissent pas encore, n'oubliez pas que c'est une compétition. Ce n'est pas parce que vous allez demander que vous allez l'avoir si vous ne présentez pas un projet qui est de qualité scientifique qui peut faire la compétition avec les autres. Donc, ça, il ne faut pas oublier. Et on a maintenant 2 programmes. L'allocation de recherche individuelle, donc vous avez votre projet, c'est vous qui allez le faire. Et il y a aussi un autre programme avec l'allocation de recherche collaborative. Tiens, le mot est parti là. Donc, c'est l'allocation de recherche collaborative, donc c'est en équipe. Pour l'instant, on a fait un peu en Afrique. Maintenant, le programme qu'on a, c'est en Asie, parce que le partenaire qui cofinance ça, il est en Asie, donc ils veulent se concentrer sur l'Asie. Mais on a ce programme aussi. Et donc, comme je répète, donc, on veut encourager les capacités de ces jeunes chercheurs. Oui, et donc, on veut développer leurs capacités de recherche. On peut vous soutenir aussi dans les achats d'équipements si vous pensez que c'est plus difficile de l'avoir chez vous. Vous pouvez décider, soit c'est nous qui faisons l'achat ou on transfère l'allocation de recherche chez vous. Et puis, quand les fonds sont disponibles, on vous soutient aussi, on donne des bourses de voyage. Mais ça, c'est très limité, hein. Mais ça peut donner à ceux, aux meilleurs, qui ont présenté les meilleurs résultats. Bon, on pense qu'ils peuvent avoir ça. On peut aussi encourager les visites de labo. Et on crée un mécanisme pour qu'on vous puisse mettre en réseau avec des chercheurs seniors qui vont vous donner des conseils, qui vont comme un mentor. Ou alors aussi, ça nous permet aussi de vous mettre en réseau avec d'autres. Alors, il y a beaucoup de ces boursiers ici, ces anciens boursiers qui sont des mentors. Hein. Moi, je fais appel à eux. Quand il y en a un là où on voit un potentiel, mais peut-être qu'il y a besoin, donc je fais appel, dont les 2 là qui sont en train d'être le président là, de la session, ces 2 là, ce sont mes anciens boursiers, hein, et ils sont devenus mes grands patrons maintenant. Donc, pour vous dire que c'est un programme qui marche bien. Alors mes patrons maintenant, mes anciens boursiers, je ne peux rien décider pour les bourses si je n'ai pas leur avis, hein, et ils me grondent si je vais contre leur avis. Donc, voyez-vous, ça marche très bien, le programme. Et donc, pourquoi on veut soutenir ces jeunes chercheurs? Parce que nous pensons que vous jouez un rôle important dans le développement de votre pays. Mais on trouve que c'est une population insuffisamment soutenue. Il y a le professeur Ununga tout à l'heure qui s'est adressé aux autorités en disant « Mais messieurs, faites attention à ces jeunes, donnez-leur plus d'attention parce qu'ils jouent un rôle important dans le développement. Ce sont des gens qui génèrent des connaissances qui sont utiles pour notre société. » Et donc, nous, on pense pareil. Voilà. Et donc, pour le processus de sélection, comme j'avais dit, c'est une compétition. Donc, je vous dis la moyenne par session, on reçoit à peu près 1500 projets. Donc, quand ça arrive chez nous, on a donc une présélection pour regarder déjà les qualités de votre si ça vaut le coup d'être évalué ou pas. Donc, et ensuite, on envoie ça à des chercheurs. Comme je vous ai dit, il y a des bénévoles donc ce sont des chercheurs, on les appelle aussi conseillers, ce sont des experts dans la matière et ils sont dans le monde entier. Dépendant du sujet qu'on aborde, on va faire appel parce qu'ils connaissent aussi le pays. Ils connaissent aussi les conditions de travail. Et donc, c'est pour ça qu'on fait appel aussi à ces gens-là. Et on fait appel aussi à nos anciens boursiers qui ont réussi parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, on croit en eux, ils ont maintenant assuré leur crédibilité auprès de notre milieu. Donc, et une fois que ces évaluations sont faites, on a le comité scientifique qui lui-même évalue les projets et ils vont aussi tenir compte de l'évaluation des autres chercheurs, les conseillers, les experts, et ils décident en fonction. Et donc, c'est vraiment une décision très juste, très équitable. Ce n'est pas quelque chose où on dit, parce que c'est le comité scientifique, non. Le comité scientifique, il doit tenir compte aussi des avis des autres. C'est pour une raison ou une autre. Nous, en tant que coordinateurs, on voit qu'ils ne tiennent pas. Ils doivent absolument nous justifier pour quelles raisons ils ne veulent pas tenir compte de ces autres-là. Donc, assurez-vous que ceci n'est pas du tout quelque chose qui ne dépend que du comité scientifique. Ce sont des gens très honnêtes intellectuellement et donc ils savent très bien que la science, ce n'est pas la vie d'une seule personne, c'est plusieurs angles. Donc, c'est pour ça
Et rassurez-vous aussi, parce que certains, des fois, disaient, parce que nous avons quelques membres de comités scientifiques qui pourraient venir, par exemple, du Burkina Faso ou du Bénin, ou bon, des pays voisins de Côte d'Ivoire. Et les jeunes, quand ils ne sont pas pris, ils pensent que c'est seulement ceux qui sont dans le comité scientifique de leur pays qui reçoivent des bourses, leur connexion. Ceci n'est absolument pas vrai. Ici, je voudrais vous dire que le professeur Wenwigan, par exemple, il ne prend aucun dossier du Bénin. Et même quand je lui demanderai après, une fois que ça a été évalué, je lui dis, il ne veut pas parce qu'il dit qu'il y a alors un conflit d'intérêts. Juste pour vous assurer comment on travaille à l'IFS. Et donc ça, et tous nos chercheurs là, qu'ils soient béninois, dans le comité scientifique ou Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc., ils ont tous ce comportement intellectuel honnête. Donc, mais leur avis compte dans le contexte seulement de la recherche. Si on sait, par exemple, c'est beaucoup plus difficile, bon, ils vont pouvoir nous expliquer quelles sont les difficultés, les défis qui expliquent que vous avez fait une telle demande après. Donc, et c'est aux autres après de rajouter alors des conseils. Et une fois que le comité scientifique sort de là, il recommande après les projets qui pourraient être soutenus, et ensuite on envoie ça au directeur. Et le directeur, c'est elle qui décide après qu'est-ce qu'on va retenir, parce qu'il y a tous les domaines de recherche de l'IFS, et donc en fonction des fonds disponibles, elle est obligée de décider et de faire une liste de priorités. Voilà. Et enfin, donc à la fin de ça, en général, ça dépend un tout petit peu de la qualité des projets, des fonds disponibles aussi qu'on a à chaque session. Souvent, c'est entre 250 et 350 projets qui sont retenus quand il y en avait 1500 au départ. Ça peut arriver, des fois, ça vous est arrivé parce qu'on n'avait pas suffisamment de fonds. On a pu soutenir peut-être que 180, 190, alors qu'on avait quand même 240 ou 250 qui étaient très bons. Et donc, on essaie de chercher des fonds supplémentaires pour ça, et si on ne le trouve pas, malheureusement, donc certains d'entre vous peut-être ont eu cette information ou lack of funding. C'était bien, mais on n'a pas eu suffisamment de fonds. Et les ressources qui font marcher l'IFS, donc qu'est-ce qu'on a? Donc, on a nos donateurs, évidemment, donc sans eux, on peut pas exister. Ensuite, on a les partenaires collaborateurs qui font des cofinancements avec nous. Ce sont surtout donc pour le programme de recherche collaborative. Puis ça arrive aussi qu'il y en a certains qui acceptent de soutenir des projets individuels. Et ensuite, on a donc notre conseil d'administration qui est international. Ça veut dire que ça vient de tous les pays du monde entier. Et encore une fois, les meilleurs boursiers, donc certains boursiers, ils deviennent membres du conseil d'administration. Alors, non seulement ils peuvent être le big boss après des coordinateurs de recherche qui les ont identifiés, mais après, ils deviennent encore des super boss de tout le monde à l'IFS, nos boursiers, les anciens boursiers. C'est juste pour vous dire que c'est vraiment un programme qui reconnaît vos progrès, vos mérites. Donc, vous arrivez à un niveau de décision très, très haut pour la fondation. Et donc, beaucoup d'entre vous savent déjà maintenant que le secrétariat, il est à Stockholm. Et à ce jour, on n'est que 10 membres du personnel. Donc, parce que ça plaît aux donateurs qu'on réduit le nombre de personnel et on doit travailler très, très dur à la place. Donc, dès qu'il y a des départs en retraite, on ne doit pas les remplacer. Voilà. Donc, on a tous un background international. Et encore une fois, comme j'avais dit, donc on a les chercheurs seniors qui sont bien expérimentés, ils sont bien réputés dans leur domaine de recherche et ils sont bénévoles et ils viennent du monde entier. Donc à ce jour, je pense qu'on doit avoir 1400 ou 1500. Alors on les appelle donc conseillers, advisors en anglais, parce qu'ils viennent de manière assez régulière pour faire les évaluations et pour nous donner leurs recommandations s'il faut soutenir ou il faut améliorer un peu. Et par contre, on a à peu près, ils disent aussi, maintenant peut-être qu'on est à 20 000 experts ad hoc. Donc, ce sont des gens qu'on consulte de temps en temps, mais qui ne sont pas là régulièrement. Donc, on arrive à toucher quand même à peu près 19 000 experts dans le monde entier. Et donc, tous ces gens-là, quand ils font l'évaluation, donc ils nous assistent dans la prise de décision de bourse. Et il n'y a pas que ça. Il ne suffit pas de dire on soutient, on ne soutient pas, il y a amélioré. Mais le plus important, ils donnent des conseils aux jeunes chercheurs candidats. Donc, il donne les approches scientifiques améliorées, il les invite à lire un peu plus.
Donc, et il y en a même après qui développent des collaborations avec les jeunes chercheurs. Donc ça, c'est très… Et je fais appel souvent à mes anciens boursiers qui ont réussi, qui sont seniors, parce que comme eux, ils ont l'expérience de ce que ça a été être débutant avec l'IFS, donc ils savent très bien comment le système marche. Et ça, je peux vous dire que ça marche très, très bien. Hein. Bon, là, par contre, même si ce sont mes grands patrons, ça, par contre, je fais appel à eux. Hein. J'oublie que ce sont mes grands patrons. Je fais appel à eux. Et ils ne le refusent pas en général, sauf vraiment si leur temps ne leur permet pas. Et je leur suis vraiment très, très reconnaissante pour ça. Alors, les domaines de recherche donc soutenus par l'IFS, et c'est ce qui explique que je suis ici d'ailleurs. Donc, comme j'avais dit, on a notre focus sur les ressources biologiques, et y compris les aspects socio-économiques et la durabilité aussi de l'utilisation de ces ressources-là. Ensuite, donc, l'IFS en soi n'a pas d'agenda de recherche. On n'impose pas d'agenda de recherche, nous. Il faut que ça soit seulement basé sur les ressources biologiques ou les ressources aussi en eau. Voilà. Donc, nous souhaitons que le candidat, lui, il vienne, ou la candidate vienne avec leur propre idée. C'est leur développement scientifique que nous cherchons à soutenir. Donc, et on est très content qu'ils arrivent donc avec leur propre idée de recherche, mais il faut que ça soit pertinent par rapport à leur environnement. Donc, c'est ça aussi, parce que comme on sait que vous êtes un élément qui peut contribuer au développement de votre pays, donc on veut rechercher quand même en quoi c'est pertinent par rapport aux besoins socio-économiques de votre pays, la recherche que vous donnez là. Et comme j'avais dit, donc on veut aussi la recherche qui impacte sur le développement des connaissances générées par la société et qui a un impact aussi sur la société. Alors ça, c'est très important. On ne souhaite pas, par exemple, que vous répétez une recherche qui a été déjà faite ailleurs. Il y a une question de recherche, c'est déjà connu, et vous allez juste répéter ça parce que ce n'est pas connu chez vous. Si la réponse est déjà connue, il faudrait que vous rajoutiez de la valeur là-dedans. En quoi ça rajouterait? Qu'est-ce que vous rajoutez quand vous faites de la recherche sur votre pays? Sinon, ce n'est pas de la science pour nous. Et le comité scientifique et les évaluateurs, ils nous disent, non, dans ce cas-là, ils n'ont pas compris ce que c'est que la science, alors que vous voulez expliquer un mécanisme d'un phénomène. Et donc, c'est pour ça, s'il y a certains éléments qu'on connaît, que vous allez répéter juste ça, le comité scientifique et les évaluateurs ne vont jamais accepter ça. Et aussi, donc, encore une fois, ils aiment bien aussi de voir en quoi ça pourrait impacter sur la société. On sait, ils sont très conscients que l'impact ne peut pas venir peut-être après un seul projet, peut-être 2 ou 3, mais en tout cas, ils regardent le potentiel de l'impact. Et on est très conscient, malgré tout, même si on dit que vous êtes, qu'il faudrait qu'il soit pertinent, le sujet pertinent par rapport à leur environnement, mais on est quand même conscient aussi qu'on vit sur une planète. Et il y a des défis que nous partageons ensemble avec la planète, tout le monde entier, mais il y a aussi des défis qui sont particuliers et ça se sont presque injustes pour les pays en voie de développement parce que finalement, on n'a pas suffisamment de ressources, alors que on a des pays, on a des défis qui sont au niveau national, régional, mais aussi au niveau global. Donc, juste pour dire, par exemple, dans les pays en voie de développement, il faut éradiquer la pauvreté extrême et la faim. Donc, et ce qui arrive, et c'est à l'échelle globale maintenant, il y a la dégradation croissante de l'environnement. Ce n'est pas seulement dans les pays riches, dans les pays pauvres, ça concerne tout le monde. Et tout le monde est conscient maintenant qu'il y a la biodiversité qui est en perte. Il y a le changement climatique que nous partageons tous comme problème. Ensuite, et pourtant, on est tous conscients, il n'y a qu'une seule planète pour nous tous. Hein. Ce qui se passe dans un continent, ça a des conséquences sur l'autre. On est bien sur une même planète. Et c'est pour ça qu'il y a certainement des défis où il faut avoir une approche globale. Parce que, on n'est qu'une seule planète avec ses limites et l'humanité ne peut agir que de manière durable. Et mon action ici en Europe peut impacter là-bas chez vous et vice-versa. Mais souvent, sur le changement climatique, c'est surtout les gens dans les pays en voie de développement, dans le Sud surtout, qui en souffrent le plus et qui ont moins les capacités d'y faire face. Et ce n'est pas une capacité intellectuelle, je veux dire, mais il faut des ressources. Et c'est ça qui manque là-bas.
Donc, et donc, comme on avait dit, donc, il y a ces défis globaux. Donc, dans votre recherche, s'il y a cet aspect, ça va chez vous, ça vous concerne, mais en même temps global, ça, on accepte tout à fait. Et on est conscient, en effet, que pour adresser tout ça, il y a le rôle de la science et la technologie. Donc, pour y faire face, et encore une fois, tout le monde sur la planète, on doit miser sur l'utilisation durable des ressources. Donc, on est très conscient de ça, cette approche-là chez vous, dans même si ça part de votre pays, mais que vous voyez aussi l'aspect global, c'est très bienvenu chez nous et on apprécie ça. Et pour résumer, donc, un tout petit peu, quand j'avais dit qu'on a les ressources biologiques, si on les classe en 3, mais je vous invite aussi à aller sur notre site pour essayer de voir ce que c'est. Je l'ai dit en anglais là, donc on a les ressources biologiques terrestrales, et ça c'est pour, donc je ne sais pas si vous le voyez, je vous laisse lire, parce que c'est pour l'accès aux ressources naturelles. Donc, et ça c'est pour qu'on l'utilise pour notre vie, pour l'industrie, pour la commercialisation. Et ça inclut aussi donc, dans la recherche les aspects socioculturels, les conditions qui impactent sur la planète. Et un deuxième cluster, peut-être, donc, ce sont les ressources en eau et les ressources aquatiques. Donc, et enfin, et là, qui explique que je suis ici, donc, on a aussi les aspects de sécurité alimentaire, la diversité, donc, de... grand rôle. Donc, juste pour vous donner des chiffres, jusqu'à il y a 2 ans, parce que je n'ai pas les chiffres des 2 dernières années, depuis qu'on a fonctionné en 1973, pratiquement, c'était fondé en 1972, mais le premier appel était en 1973, on a donné à peu près 8500 bourses de recherche. Et donc, à cette époque-là, donc, on a couvert tous les pays du monde entier, en fait, là où il y avait les pays en voie de développement, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. Bon, moi, je pense, je n'ai pas les chiffres des dernières années, là, mais l'Afrique représente maintenant une grande majorité de nos boursiers. En food science, je pense que vous représentez peut-être 75% de mes boursiers. Pareil aussi en sciences sociales. Donc, les 25% ou les 20% diront ça vient, quelquefois ça arrive en Amérique latine, mais aussi en Asie du Sud-Est ou en Asie du Sud. Mais essentiellement maintenant, c'est l'Afrique qui couvre le plus gros du programme, en programme individuel, je veux dire. Alors, que représentent les sciences agroalimentaires, nutrition? Donc, dans tout ça, je représente à peu près, mon programme représente 10% des bourses en sciences agroalimentaires et en nutrition. Donc, j'inclus dedans la microbiologie alimentaire, hein, dans les 10%. Et on a à peu près 4% de sciences sociales, parce que je suis responsable des 2 domaines. Et alors, en chiffres, là, vous voyez donc, les différents types de projets. Donc, vous voyez là, Food Safety, ici, qui représente à peu près 32%, 32-33%. Et là, il y a beaucoup, à 90% de Food Safety, ce sont en microbiologie. On a quelques, problèmes aussi dedans qu'on aborde pour les produits chimiques, les toxines et les pesticides, mais essentiellement, c'est l'aspect microbiologique qui sont abordés par nos jeunes chercheurs. Et ensuite, il y a aussi, avec cela, si on dit la génétique moléculaire et la microbiologie industrielle, ça représente à peu près donc 40% des projets que je soutiens dans mon domaine. Donc, c'est énorme. Et vous comprenez pourquoi je suis là. Je suis en train toujours de regarder vos projets dans le domaine qui vous intéresse, vous, dans votre travail maintenant. Et alors, donc, ce n'est pas seulement une question de donner des bourses. Nos boursiers, quand ils évoluent dans leur carrière, donc ce sont des agents, ils sont capables d'innover. Au moins, ils sont capables d'ouvrir la voie pour innover. Et c'est ça qu'on attend de vous, puisque vous faites partie de l'élite du continent.
Et donc, on pense que vous avez la capacité de le faire et il y en a qui ont démontré qu'ils ont pu le faire. Et j'espère que les juniors là qui m'écoutent, ils vont suivre la voie de ces seniors. Donc, alors, on sait qu'avec notre programme, on favorise le développement des jeunes chercheurs. On a vraiment la preuve de ça avec votre évolution de carrière scientifique. Hein. Bon, on ne s'attache pas trop à votre évolution administrative. On s'attache à votre évolution de chercheur. Ensuite, on sait que ça vous donne une meilleure assurance pour mener la recherche parce que comme c'est compétitif, vous êtes quand même content quand vous l'avez eu. Mais vous vous rendez compte que sur 1500 candidats, et vous êtes parmi les peu retenus, je peux vous dire que ça booste vraiment leur propre estime. Et puis aussi, c'est que les collègues autour aussi commencent à le voir un peu mieux. Donc, et c'est très bien sur nos boursiers. Et aussi, comme j'avais dit, comme on ne donne pas d'agenda dans la recherche, ils viennent avec leurs propres idées et donc ça les encourage à poursuivre leur centre d'intérêt scientifique, ce qui les intéresse. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui mènent un travail d'excellence. Et on a eu, bon, évidemment, là, je couvre tout le continent, et il y a beaucoup de boursiers qui ont développé des technologies appliquées qu'on peut utiliser dans la société. Il y en a qui ont pu créer de nouveaux produits ou de meilleurs produits. Et très important, ils produisent des connaissances scientifiques et ils publient. Alors, ceux qui sont là, je suis très déçue si vous m'envoyez qu'un rapport scientifique, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous pouvez participer à la production de connaissances scientifiques. Et les Africains doivent le faire de plus en plus parce que vous pouvez, on est conscient, ce sont les ressources qui manquent, mais les résultats d'IFS montrent qu'ils peuvent le faire. Et donc, il faut publier. Parce que à quoi ça sert si vous produisez des connaissances, mais que vous ne partagez pas avec les autres? Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas suffisant pour le développement, mais c'est très important avant de passer à autre chose. Et nos boursiers aussi, donc comme j'avais dit, c'est très important de publier d'abord, mais nos boursiers, plus ils avancent dans leur expérience scientifique, plus ils sont conscients qu'il faut mettre en pratique les connaissances. Et donc cela, pour les mettre en pratique, il faut savoir aussi les partager avec les décideurs, les politiques, je peux dire les politiques c'est par exemple les politiques de la santé, les politiques par exemple de commerce extérieur. Donc, et il faut aussi éduquer les utilisateurs en fin de maillot. Nos boursiers sont très conscients de ça. Donc, sinon, c'est pas la recherche pour le développement. Et alors, ce que j'aime surtout, et il y en a certains d'entre eux, c'est qu'ils ont pu convaincre et travailler de concert avec les régulateurs pour apporter des changements en matière de sécurité sanitaire des aliments. Et ceci pour un impact sur la santé de la population. Et ça, c'est vraiment, on s'était dit, mais voilà des chercheurs. Donc, il ne faut pas ça seulement pour eux, mais vraiment, ils arrivent aussi à changer les choses. Je vais vous donner quelques exemples après, en quoi je ne dis pas vraiment comme ça des choses pour lancer des fleurs seulement à la fondation, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui existe. Et donc, ici, je suis là avec vous. Eh bien, les microbiologues vont être acteurs des changements de politique dans la sécurité sanitaire et la santé de la population. Vous êtes tous d'accord avec moi? Il y a beaucoup de projets en food safety. Donc ça, vous avez donné l'exemple que ça, vous pouvez avoir un rôle actif. Donc, je vais vous donner quelques exemples. C'est en anglais, mais il y a un ancien boursier, donc le professeur Martin Kimania, il est de Tanzanie. Et maintenant, il est conseiller, il a beaucoup travaillé sur l'exposition à la aflatoxine et fumosine et les mycotoxines pour les gens qui attrapent à partir du maïs. Et donc, il a été soutenu par l'IFS 2 fois. Et bien maintenant, il est conseiller pour l'Union africaine pour essayer d'avoir une collaboration entre différents instituts, comment on peut combattre l'aflatoxine. Et il a été approché basé sur ses publications. Les gens ne le connaissaient pas autrement. Je peux vous dire qu'il a été aussi, par exemple, par ses bonnes publications dans des journaux de haut à impact très élevé,
Ben, il a été approché par des Anglais, il a été approché par des Belges, il a été approché par des Américains. C'est pour ça que nous insistons dans la publication, mais de bonne qualité. C'est comme ça que les partenaires vous approchent. Quand moi, je vais faire un projet ou quand je vais faire une conférence, je vais beaucoup passer mon temps sur les publications, qui a publié quoi dans le domaine que je vais adresser. Et c'est par les publications que je vais approcher ces chercheurs-là. Donc, c'est pour ça que c'est très important que vous publiez aussi. Et donc, comme j'avais dit, donc c'est comme ça que Martine a été approchée par les gens qui font la politique, là. Donc, quand je parle politique, donc comment on gère un aspect pour un pays pour que ça devienne après une politique appliquée. Bon, on a aussi Angela, qui est du Ghana. Et d'ailleurs, un de mes anciens boursiers a évalué aussi son projet, donc il a été très content. Et elle aussi, donc elle est vous pouvez lire l'écran. Et donc, on l'a aussi approchée au vu de ses résultats dans ses publications. Et bien, les autorités l'ont approchée aussi pour essayer de mettre à jour maintenant les standards pour l'échantillonnage et la qualité microbiologique, les critères. Donc, je sais. Et après ça aussi, quand elle était dans les journaux, elle a été approchée alors après par la FAO et par l'organisation de la santé, WHO. Et c'est par les publications. Elle ne connaissait personne pour faire ça. C'est par les publications. Et ils ont vu qu'ils généraient vraiment. Donc, c'est très bien de publier. Encore une fois, c'est comme ça que vous êtes repérés. Hein. Et là, et celle-là aussi, c'est très intéressant. Alors, c'est une boursière qui est en Mongolie. Et figurez-vous que, bon, elle a que le niveau de master. Hein. Et donc, vous pouvez lire sur mon écran ce qu'elle a fait sur comment on caractérise les risques analysis des staphylocoques. Et bien, quand elle a développé son modèle pour isoler les pathogènes, les caractériser, et bien, elle pensait que c'était très bien. Et bien, elle a eu le courage d'aller voir le bureau de l'Organisation de la santé, et puis ils disent, ben, dites donc, vous n'êtes pas à jour, testez le mien là. Voyez-vous, donc elle va carrément vers les gens pour que les gens soient conscients qu'il y a des méthodes, il y a des connaissances générées par ces chercheurs pour pouvoir changer les méthodes. Comme ça, on a de meilleurs résultats beaucoup plus fiables. Et c'est impressionnant parce qu'elle était jeune, hein, elle a eu le courage d'aller voir les gens. Donc, encore une fois, c'est pour changer le cours pour améliorer les choses. Et là, je vais vous donner quelques exemples donc, de projets qui sont en cours où j'attends les rapports et leurs publications. Donc, vous pouvez voir sur l'écran, je présume. Par exemple, il y a le projet de Annick Moussa, qui est du Bénin, à l'université qui est en train d'accueillir ce colloque. Donc, elle a travaillé sur la qualité sanitaire des produits laitiers artisanaux qui sont vendus dans les établissements scolaires à Cotonou. Donc, je ne sais pas si tu es là, Annick, mais j'attends impatiemment ton rapport et aussi peut-être ton manuscrit si tu n'as pas encore publié. Donc. Et ensuite, au Burkina Faso, donc il y a le docteur Adiza Bawa Ibrahim qui a évalué la circulation des gènes de résistance de Salmonella qui sont isolés dans les viandes séchées et grillées, donc vendues au marché. Et elle a comparé les deux pays, Burkina Faso et le Niger. Ensuite, au Bénin, encore une fois, on a aussi Oswald Fulgence-Dan qui a travaillé sur l'impact de la qualité de l'eau de boisson sur la santé des populations dans la commune de Sova. Et vous voyez aussi donc, à la fin, il y a aussi un autre projet mené par Amena Fabienne, qui est aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, elle est doctorante. Hein, donc, et elle travaille sur la qualité microbiologique des farines infantiles qui sont artisanales. Parce que, bon, on parle de la santé, et donc ce sont des sujets qui couvrent donc évidemment les aspects de la santé. Voilà. Par contre, donc, comme j'avais dit, parce que vous voulez changer les choses, les connaissances, ça ne doit pas rester seulement entre nous, chercheurs, il faut aller au-delà, sinon ça ne pourra pas être appliqué. Mais alors, je sais que c'est un grand défi pour convaincre. Hein. On est beaucoup plus facilement convaincus entre nous. Hein. On prêche dans la même église, là.
Mais il faudra aller au-delà, sinon ça n'a pas d'impact sur la population. Donc, alors, je peux vous assurer que les décideurs, malgré tout, même s'ils n'en ont pas l'air, ils écoutent mieux ceux qui ont un profil crédible en matière de sciences et recherche. Ils n'en ont pas l'air, mais je vous dis, je vous ai donné l'exemple, par exemple, de Martine, là, en Tanzanie, et ben c'est par ces publications qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qui est ce jeune? Donc, et pareil pour Angela au Ghana. Donc, ça, c'est très important. Et vous pouvez aussi gagner donc, la visibilité dans l'arène académique. C'est comme ça aussi, donc auprès des chercheurs confirmés. Tout ça aussi, plus vous publiez, plus vous… Et donc, non seulement vous êtes reconnu par vos pairs, vos homologues, mais aussi, ça vous permet après de vous profiler aussi, être repéré par ceux qui sont à un autre niveau. Donc, encore une fois, donc, vous commencez par publier. Et dans les bons journaux, ça, c'est très important. Les chercheurs sérieux, seniors, ils ne vont pas lire dans les journaux prédateurs. Ça ne les intéresse pas. Et donc, encore une fois, la qualité dans la publication est beaucoup plus importante que la quantité. Vous êtes peut-être tenté d'avoir, oui, je peux publier 3 ou 4 papiers. Je préférais voir un seul papier dans un journal, je sais, qui vous sert dans votre crédibilité, plutôt d'en avoir 3 ou 4, où vraiment les gens sérieux ne vont pas passer leur temps à vous lire. Ils ne vont pas vous repérer. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de dire la qualité est plus importante que la quantité. Et encore une fois, donc, beaucoup de jeunes tombent dans les pièges des journaux prédateurs. Donc, il faudra peut-être se renseigner un tout petit peu sur ça aussi, pour que vous ne tombiez pas dans le… Et je vous répète, vos seniors nous ont démontré qu'ils peuvent publier dans des journaux à haut impact. Mais je comprends que les ressources aussi, peut-être vous limitent un tout petit peu dans les méthodes et tout ça, qui ne vous permettent pas d'avoir peut-être des résultats publiables vraiment. Il y a cet aspect-là aussi qu'il faut voir. Mais malgré tout, je pense quand même qu'on peut tirer une leçon positive, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui sont qui ont un très bon profil, parce qu'ils publient dans des journaux sérieux. Et ils ont été repérés comme ça par les partenaires. Donc, et une dernière chose aussi, malgré tout, même si on est très bien, je pense que vous avez quand même l'ambition de vouloir changer les choses dans votre société pour que ça soit mieux pour la santé. Sinon, ça ne sert à rien de faire la science. On fait la science pourquoi? Juste pour trouver des informations, mais pas applicables. Et on a tellement l'habitude de rester seulement dans l'arène scientifique, mais moi, je pense que pour les changements aillent au-delà de des connaissances qu'on est en train de générer, il faut aussi savoir communiquer. Et donc, les techniques de communication sont très importantes si on veut discuter avec d'autres acteurs que les chercheurs. Les acteurs concernés, par exemple, par les changements de politique de sécurité sanitaire et la santé, de même les utilisateurs directs des résultats applicables, parce que souvent aussi, certainement, par exemple, liés à les gens, les restaurateurs, les vendeurs et tout ça, il faudrait aussi les former, mais il faudra évidemment adapter le langage. Donc, il y a plusieurs types de communication, mais c'est très important qu'on y pense aussi, parce que, dépendant de notre audience, il faudra bien différents types de communication. Et vous, en tant que chercheur, je pense que vous pouvez faire ça. Ce serait beaucoup, je pense, en tout cas, tel qu'on le voit nous à l'IFS, si vous allez au-delà de votre recherche et que vous pouvez vraiment mesurer que vous avez changé quelque chose dans votre société, que vous avez fait un impact, vraiment, je pense que c'est ce que vous pouvez attendre de mieux d'un chercheur. Donc, voilà. Et donc, voilà, grosso modo, mais allez sur notre site. Mais je réitère encore que les microbiologistes, vous avez vraiment un rôle important pour changer les choses au point de vue sécurité sanitaire et qui impactent sur la santé de la population. Donc, je répète que vous avez cette possibilité. Et je répète aussi que ne restez pas seulement dans votre rapport et dans votre laboratoire. Ça ne changera pas les choses. Et vous avez la capacité. Et d'ailleurs, les jeunes, je les trouve beaucoup plus hardis et ils osent plus que les gens de ma génération. Hein. Avant, je pense que je n'aurais jamais osé aller approcher un ministre, hein, donc, quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà. Donc, mais c'est juste pour vous dire, donc, croyez en vous et nous, on croit en vous et on veut vous soutenir. Donc, parce qu'on a eu des résultats formidables. Et les résultats sont vraiment impressionnants pour le Bénin, pour le Burkina Faso et pour la Côte d'Ivoire. Parce que nos boursiers-là, ce sont des vrais leaders. Ils ne se soucient pas parce qu'ils ont une bourse, qu'ils vont rester là. Eh bien, ils encouragent leurs jeunes. Et c'est ça des vrais leaders pour nous. Ils encouragent leurs jeunes. Donc, il y en a beaucoup dans leur laboratoire, des jeunes,
qu'ils encouragent à soumettre. Et après, bon, ils vont donner des conseils après si l'IFS les approche. Mais ça, c'est vraiment un vrai comportement de leader. C'est juste pour vous dire que vous pouvez changer les choses et vous avez cette capacité d'avoir le leadership. Le Burkina Faso l'a démontré, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Bon, je m'excuse s'il y a d'autres pays, mais c'est parce que c'est dans ces pays-là que j'ai beaucoup de boursiers dans le domaine de la microbiologie. Hein. J'ai des boursiers au Togo, mais pas vraiment dans le domaine de la microbiologie. C'est juste pour répéter que nous, on a un bon exemple de ces trois pays et on pense que les jeunes aussi peuvent prendre la relève et aller dans le même sens que les seniors. Et puis, encore une fois, les seniors, je souhaite qu'il y ait des femmes hein, la prochaine fois. Hein. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, les projets que j'ai présentés là, il n'y avait qu'un seul homme. Hein. J'ai pris que des femmes pour dire qu'elles sont là. Hein. Donc, voilà. Et voilà, donc vous avez mon email là, mais sinon c'est sur le site aussi. Hein. Et je vous remercie de votre attention et encore une fois, merci Philippe d'avoir permis à l'IFS d'être inclus dans le programme. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ici et je constate le progrès de ces gens-là, comment ils ont évolué. Voilà. Et je vous remercie encore une fois. Et voilà. Donc vous avez tout ça. Merci Nathalie, merci de nous retremper dans l'engagement pour l'IFS, l'engagement pour les jeunes chercheurs de pays en développement. J'ai envie d'avoir 25 ans pour continuer pour reprendre, mais malheureusement je ne peux pas. Je suis à un autre stade maintenant, je crois que c'est avec plaisir que nous contribuons à la sélection des chercheurs des pays en développement, les meilleurs chercheurs, les meilleurs, ceux qui donnent la preuve qu'ils peuvent vraiment obtenir cette bourse-là et s'épanouir dedans. C'est avec plaisir que nous participons au travail de l'AFS. Nous avons intérêt à ce que l'AFS vive, que l'AFS prospère, que l'AFS puisse avoir plus de financement pour pouvoir appuyer les chercheurs des pays en développement. Parce que compte tenu de la modestie ou même de l'inexistence des financements dans les pays en développement, et surtout compte tenu du fait que dans nos universités, lorsque vous êtes jeune chercheur, enseignant-chercheur en début de carrière, si vous ne faites pas, vous n'avez donné pas la preuve que vous êtes capable de contribuer à la recherche scientifique, vous n'avez pas de chance de rentrer dans les grands projets. Et c'est l'AFS qui vous donne en fait cette ouverture-là. Et nous qui sommes ici, nous avons été plusieurs fois aussi de l'AFS. Je crois que nous avons presque, voilà, nous avons comblé le tableau et nous avons eu beaucoup d'opportunités grâce à l'AFS. Nous parlons de Philippe. Philippe est un ancien boursier de l'AFS et il y en a plein dans cette université qui sont des boursiers de l'AFS. Je crois que ceux qui ne connaissent pas encore l'AFS ont beaucoup intérêt à aller sur le site de l'AFS et voir les possibilités. Bon, on espère que l'AFS va continuer à appuyer les chercheurs des pays en développement. Et merci beaucoup Nathalie, merci de vous donner cette opportunité de contribuer à faire connaître l'AFS. Et je voudrais vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions? Rapidement, 2 ou 3 questions. 2 ou 3 questions. Est-ce que vous avez 2 ou 3 questions? On va passer au Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va... Il y a une question en ligne? Oui, vous avez la parole. Yaoui, monsieur Yaoui. D'accord, merci. Oui, merci beaucoup. Vous me recevez? Oui, je sais. J'espère bien. D'accord.
Je suis Yaovi Manon. Donc, d'abord, je tenais à remercier le Dr Philippe de m'avoir associé aussi à l'événement. Et je remercie Madame Nathalie de sa présentation. Et je précise déjà que j'étais un des boursiers j'avais eu aussi un financement de la FS quand je faisais mon doctorat comme en cofinancement. Et après, l'IFS m'a même listé pour participer à un truc avec l'ONU après au niveau de la Chine. Ma question principale aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que l'IFS a en perspective d'améliorer un peu le coût ou bien le budget? Parce que 12 000 $ ou bien récemment, c'est passé à 15 000. Je crois que parfois, ça limite un peu la qualité de la recherche, ce qui fait qu'à la fin, les gens essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais la publication, comme vous l'avez dit, si vous n'avez pas une bonne méthodologie ou bien si vous ne pouvez pas faire une recherche d'un certain niveau, vous ne pouvez pas non plus la publier dans un journal d'un certain niveau non plus. Donc, je voulais savoir si l'IFS compte améliorer tout au moins le coût ou bien carrément ramener ces projets qui étaient les projets de collaboration, si ça peut revenir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nathalie, tu réponds en même temps? Oui, est-ce que tu veux que je réponde tout de suite? OK. Bon, alors, merci pour la question. Oui, effectivement, on est très conscient de cela, mais vous savez, ça dépend un tout petit peu aussi comment on arrive à mobiliser les donateurs. Parce que nous sommes confrontés à ce problème de qualité des publications. Je peux vous dire que pour moi, quand j'ai connu, par exemple, le professeur Ounuigan ou le professeur Baba Lamine, ce sont des gens qui ont publié, voyez-vous, dans des journaux à très haut impact. Donc, et plus les années passent et plus je vous vois avec des journaux plutôt prédateurs. Et c'est très déprimant pour moi parce que je sais que vous avez la capacité de faire mieux que ça. On le sait. Et donc, c'est pour ça que nous, on voudrait effectivement dire, mais non, mais il y a, bon, évidemment, il y a aussi le fait qu'ils tombent dans le piège parce que ce sont des gens qui font du business. Et en tant que jeunes, souvent, ils pensent que parce qu'il faut publier, donc ils tombent dedans. Mais il y a, comme vous dites là aussi, mais il y a aussi quand même les ressources qui pourraient vous permettre d'avoir des méthodologies un peu plus avancées pour peaufiner les choses. Et donc ça, oui, on est en train de se battre pour ça. Et c'est pas facile d'arriver, mais comme vous savez, donc cette année, on est arrivé à au moins augmenter ça à 15 000. Alors qu'avant, c'était 12 000. Et c'est donc à 15 000. Et la réponse qu'on a, c'est souvent, c'est que oui, mais c'est pas vraiment, c'est juste, comme il dit, c'est juste, en anglais, on dit seed money. Ce sont des jeunes. Donc, c'est juste pour leur pousser leur carrière. Donc, en même temps, mais c'est en contradiction si on veut de bonne qualité en même temps. Mais on pense, et vous savez, donc, dans le renouvellement, mais on n'a pas pu encore l'appliquer, si on a vu qu'il est bien, donc on est passé à, je ne me souviens plus, c'était 20 000 ou 22 000 là, donc je n'ai pas les chiffres en tête. Donc, c'est quand même, il y a une grosse différence par rapport à 12 000. Donc, mais on est très conscient de ça, c'est pour ça qu'on a essayé d'augmenter. Évidemment, si on arrive à avoir encore un peu plus, on serait vraiment heureux de vous en donner plus pour que vous puissiez, effectivement, comme vous dites, mener des recherches un peu plus publiables, dont les résultats seraient plus publiables. Voilà. Mais on y pense et on a fait, bon, vous avez vu, on a fait quand même des efforts déjà là. Oui. Voilà. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci pour la question. Je crois que M. Yaoudi. Monsieur Yaoudi. Oui, c'était bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour Nathalie? Oui. 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 Monsieur Dembélé, vous avez la parole. Oui. Alors, merci bien. Et une fois de plus, je dis merci à Madame Nathalie pour la présentation qui nous a permis de redécouvrir la Fondation internationale pour la science. Alors moi, personnellement, je suis donc du Burkina Faso. Je fais partie d'une équipe de recherche qui a beaucoup bénéficié donc de l'appui de la FIS. Et nous avons encore des étudiants avec qui nous travaillons, que nous encadrons, qui, en tout cas, que nous encourageons pour aller dans le même sens que ce que Madame a dit, à écrire des projets que nous allons soumettre donc à la Fondation de la Science pour espérer obtenir des financements, parce que comme l'a dit mon prédécesseur, c'est vraiment la clé pour nous de pouvoir étoffer nos équipes de recherche
afin d'avoir des résultats qui sont publiables à des niveaux acceptables. Je commence par dire acceptable parce qu'évidemment, très souvent, c'est ça qui nous limite dans nos pays, comme la recherche n'est pas tellement financée. Alors, ma question, c'était de demander à madame, est-ce qu'il y a un appel qui est ouvert présentement? Je sais qu'entre-temps, il y a eu une réorganisation, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce qu'il y a un appel qui est ouvert? Auquel cas, quelles sont les conditions que nous devrons réunir pour non seulement permettre à ces jeunes, mais nous également, nous avons des projets que nous avons sous la main, que nous comptons soumettre. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai jamais bénéficié donc, de l'accompagnement de la FIS, mais j'y songe, je suis encore sur un projet. J'espère bien qu'un jour, j'aurai cette chance-là. Voilà la question que je pourrais poser. Encore félicitations, madame. Okay. Je peux répondre là? Oui, allez-y. Oui. Alors, merci, Monsieur René Dembélé. Vous êtes boursier en food science aussi ou dans un autre domaine? Non, pas en food science, malheureusement. Oui, mais j'avais pourtant soumis. Voilà, oui. Je suis en train de... Oui. Mais nous avons des collaborateurs et des étudiants qui ont bénéficié. Donc, voilà. Oui, oui, oui. OK. Oui, alors, l'appel, en fait, cette année, ça a été... on est en train de tenter, donc cette année, il y a eu l'appel, mais seulement sur invitation. Donc, ce sont les gens qui ont été recalés par des sessions. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu sur le site. Et encore, mais c'est seulement sur invitation parce qu'on a eu trop qui avaient de potentiel d'après les évaluations. Donc, ils étaient de bonne qualité. Donc, on s'était dit, on va peut-être concentrer nos efforts sur ça. Vous savez, on est aussi confronté aux besoins des donateurs parce qu'ils aiment bien qu'on doit être très efficace, efficient dans l'administration des projets. Alors que nous, c'est vraiment une capacité individuelle. On doit même si on a 1500. Bon, quand j'ai dit 1500, cette année, en fait, on en a eu, je crois, 2000 ou 2500 l'année dernière, hein, pour vous dire. Et donc, on doit passer notre temps pour scrutiner, pour ne pas, en fait, pas moi, mais les comités, pour ne pas être injuste avec les demandeurs. Et donc ça, mais cette année, donc, ils nous ont dit, bon, vous pouvez tenter ça, uniquement ça, et c'est pour cette année, on a eu que les gens qui ont été invités par, comment ça s'appelle, sur invitation, au vu de ce que les comités scientifiques leur ont dit. Par contre, vous avez dû voir que l'appel, on n'a pas eu de contrainte de ceux qui nous soutiennent pour l'appel de la recherche collaborative. Mais malheureusement pour vous, cette recherche-là, elle est financée plutôt par un partenaire qui est en Asie. Et donc là, ça a été affiché parce que c'était vraiment ouvert. On n'a pas eu de dire, on n'a pas eu, bon, essayer de diminuer ou d'améliorer votre efficience. Donc c'est ça qui explique que vous n'avez pas vu ça cette année. Mais une fois encore, M. Dembélé, alors je suis très contente parce que donc les leaders, comme j'ai dit, on a de bons exemples dans votre pays, là, au Burkina Faso, au Bénin et tout ça. Et donc, c'est très important aussi que quand ils font une demande, que les seniors regardent les demandes avant d'être soumis à l'IFS, parce que c'est une compétition. Donc, et comme ces jeunes ne sont pas forcément conscients que c'est une compétition, ce n'est pas une demande qu'on fait comme ça, je pense que celui qui a l'expérience, il pourrait quand même donner un petit coup de main avant qu'il n'arrive. Je vous mets aussi après en contact avec d'autres chercheurs si on voit un potentiel que vous n'avez pas réussi. Et ça m'embête un tout petit peu quand je sais que j'ai l'intelligence sur place et que je dois faire appel à 10 000 kilomètres. Donc, c'est pour cette raison-là aussi que c'est très important, comme c'est une compétition. Mais donc, j'espère quand même avoir répondu à votre réponse. Pourquoi vous n'avez pas vu l'appel mais il y en a eu, mais c'est sur invitation uniquement. Voilà. Merci. Donc, du coup, nous autres, nous allons patienter. Oui, exactement. Et une dernière question pour Nathalie. Oui. Merci, madame. Je voudrais savoir si vous financez, disons, les visites du laboratoire. Parce que parfois, il y a des chercheurs qui veulent bien aller, par exemple, dans certains pays pour, disons, continuer les travaux compte tenu de leur expertise dans le domaine. Et on se demande si l'IFS apporte un appui dans ce sens pour permettre aux chercheurs d'aller dans ces laboratoires pour réaliser une partie peut-être de leur travaux de recherche. Je vous remercie. Oui. Oui. Donc, oui. OK.
Qu'est-ce que je dis là? Alors, Philippe, oui, en fait, j'avais présenté qu'effectivement, ça nous arrive de les soutenir pour aller dans les laboratoires plus avancés. Mais il faut qu'ils cherchent un cofinancement. Souvent, c'est plus, par exemple, bon, on va peut-être payer le voyage, mais il faut qu'ils arrivent déjà à trouver un programme d'accueil. Mais ça aussi, c'est encore en fonction du budget qui est disponible. Parce que, bon, la première chose que nos donateurs veulent surtout, c'est de vous voir déjà pouvoir mener votre recherche et avoir des résultats. Donc, ils préféreraient plus qu'on donne beaucoup de bourses de recherche et que le jeune, après, apprenne, une fois qu'il a réussi une fois à faire des levées de fonds pour leur recherche, ils pensent que souvent, c'est une moindre somme et ils devraient apprendre aussi donc, à essayer de chercher ailleurs aussi. Et quand on a des fonds disponibles, mais il faut qu'ils aient déjà des résultats tangibles, mesurables, de bonne qualité à la fin de leur première bourse. Et si ça tombe sur une période où j'ai les fonds disponibles, ça m'est arrivé de faire ça. Mais encore une fois, jamais on va financer leur séjour là-bas, mais une partie pourra être couverte. Donc ça, je pense que du Bénin, tout dernièrement, on a soutenu François pour aller en France dans un... Mais il a trouvé quelqu'un, un laboratoire pour l'accueillir, et là, avec une méthode avancée et tout ça. Donc... Et puis, je pense aussi que le laboratoire a dû trouver un petit fonds quand même pour pouvoir soutenir son séjour. Mais ça nous arrive, mais c'est en fonction des fonds disponibles. Voilà. Mais il faut que ça soit encore un boursier en cours. Hein. Donc, voilà. Mais on aurait bien aimé vous en donner, enfin moi systématiquement, si c'est moi qui décidais de tout, tous ceux qui ont des bons résultats qui ont publié, eh bien ceux-là, si j'avais le choix, ils doivent être encouragés pour aller soit à une conférence, soit aller dans un laboratoire. Si c'est moi qui devais décider. Donc, mais seulement ceux qui ont d'excellents résultats. Mais bon, malheureusement, les financements ne sont pas toujours conformes à nos rêves. Voilà.